Pendant des années, j'ai tout donné, au travail, dans mes relations, pour mes enfants, dans ma vie en général. Je me définirais comme une femme ambitieuse, déterminée et quand j'ai une idée en tête, j'y vais à fond. Donc je dirais que je suis une femme passionnée, surinvestie, une femme work addict. Et je me suis rendu compte, à force d'accompagner des femmes, qu'il y a deux types de femmes. Les femmes débordées, celles qui se surinvestissent à la maison pour leur mari, leurs enfants. Elles sont plus susceptibles de faire un burn-out parental, voire même conjugal. Et il y a les work addicts comme moi qui adorent travailler. On va souvent plus parler de burn-out professionnel. Le truc, c'est que j'étais dans des relations avec des hommes qui ne voyaient pas mon ambition. Et ils voyaient en moi une personne comme un objet de désir ou une fonction de la femme qui doit être à la cuisine ou celle qui ramène l'argent à la maison et qu'on doit maltraiter par jalousie parce que normalement, c'est le rôle de l'homme de ramener de l'argent à la maison. Ils voulaient que je cuisine, que je sois là pour eux, que je mette mes ambitions de côté pour satisfaire leur ego. Alors j'ai fait les deux. Le boulot à fond avec le patron, les collègues, les clients à satisfaire et la femme qu'on attendait de moi à la maison. Et je pensais que je devais être bonne partout jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Ce que j'ai compris après, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que ce n'était pas un hasard de tomber en burn-out, ni une faiblesse. C'est un mécanisme que beaucoup de femmes vivent sans jamais le voir. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer parce que ça mérite amplement qu'on le décrypte de l'intérieur, pas avec des statistiques. Il y a une phrase que m'a dit une femme lors d'un appel alors qu'elle était en plein arrêt maladie pour burn-out. À force de lire mes posts sur LinkedIn, elle a voulu échanger avec moi. Elle m'a dit « Je pense que j'ai fait un burn-out parce que j'étais mal organisée. » Et cette phrase, elle veut tout dire. Elle révèle ce sentiment de culpabilité et de honte qu'une femme peut ressentir quand elle tombe. Elle a le sentiment d'avoir échoué quelque part, de ne pas avoir réussi à tout gérer et mener de front. Parce que c'est exactement ce que beaucoup de femmes pensent, que si elles avaient été plus organisées, plus fortes, plus disciplinées, elles auraient tenu. Et surtout, elle est en colère contre elle-même, contre son corps. Pourquoi est-ce qu'il l'a lâchée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu au moment où elle en avait tant besoin? Parce qu'elle se dit que sans elle, tout va se casser la figure. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ce n'est ni un problème d'organisation, ni elle le problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vécu dans un système qui en demande toujours plus aux femmes, sans limite. Être une travailleuse parfaite, une épouse parfaite, une maman parfaite, une amie parfaite, une fille, une belle sœur parfaite. Parfaite partout. Et si elle n'y arrive pas, c'est elle qui est fautive et qui n'a pas fait assez. En face, elle va intérieurement sentir cette pression à tout prendre sur elle parce que c'est comme ça, les différents rôles qu'elle doit tenir à la perfection. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Selon les approches en neurosciences, à partir du moment où nous naissons, nous sommes dépendants du regard et de l'attention de nos parents à 100%. Une étude a montré que pendant la guerre 39-45, dans une nurserie, les bébés mouraient sauf celui qui était près de la porte. Et tout le monde se demandait pourquoi, jusqu'au jour où on s'est aperçu que l'infirmière qui faisait les soins au bébé, normalement, s'attardait juste avec le bébé qui était près de la porte. Et c'est avec cette expérience du bébé près de la porte qu'on a compris qu'un être humain a besoin d'être regardé pour se sentir en vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire au contraire que l'absence de regard, c'est égal à la mort. Donc on va s'adapter, on va se suradapter, on va changer nos comportements inconsciemment pour obtenir l'attention et le regard de l'autre. Nos parents, jusqu'à l'âge de rentrer à l'école, nous aimaient de manière inconditionnelle, donc jusqu'à l'âge de 2 ans. On était libre d'être qui l'on est sans être jugé. Et à partir du moment où on a commencé à rentrer à l'école, il fallait correspondre aux codes et aux attentes de l'école et de la société en général. Être à l'heure, se dépêcher, être parfaite, faire plaisir aux parents, faire des efforts en ramenant de bonnes notes. Et implicitement, pour attirer l'attention de nos parents, on faisait ce qu'ils attendaient de nous. Je dis bien attention et pas amour. Tu as des familles dysfonctionnelles où
un enfant était battu, méprisé, humilié, et l'enfant le prenait pour de l'amour parce qu'il avait l'attention de son parent, le regard de son parent. Donc c'est bien plus une question de regard présent, même si c'est malveillant. En aparté, ceci explique pourquoi certaines femmes restent dans des relations toxiques pendant des années et ont du mal à en sortir. Et sans s'en rendre compte, on part dans sa vie de femme avec ce besoin de remplir un manque d'amour durant l'enfance, parfois de son père ou parfois de sa mère, ou bien même les deux en faisant des transferts sur des personnes à l'âge adulte. On se retrouve à changer ses comportements, à se suradapter pour correspondre aux attentes de nos professeurs, nos amis, puis plus tard nos petits amis, le conjoint, le patron, le collègue, les enfants, la belle famille. Mais aussi aux yeux de la société, il faut être mince, belle et jolie. Autant de pression que la femme a intériorisé pour correspondre, se sentir vue et appréciée. Alors, ça crée de l'anxiété. Avant même que la journée ait commencé, elle anticipe. Elle se lève en speed à la dernière minute, profiter un peu de son lit et préparer les petits. Elle prend un café vite fait le matin. Elle part sans manger parce qu'elle ne ressent plus la faim. Elle dépose le petit à l'école. Elle arrive au boulot. Elle enchaîne les dossiers sans pause, la tête dans le guidon. Et il faut gérer les conflits au travail. Et c'est d'ailleurs ce qui lui bouffe le plus d'énergie parce qu'elle ne veut froisser personne par peur de ne plus être bien vue. Elle prend un petit déjeuner sur le pouce entre deux dossiers et puis elle voit qu'il est déjà 17h30. Elle pense au transport bondé, il faut vite partir pour aller chercher le petit à l'école pour ne pas passer pour une mauvaise mère. Elle arrive à 18h32 au lieu de 18h30 et elle ressent les regards des ATSEM qui veulent tout dire. Je ne suis pas une bonne mère. Le soir, elle est au bout de sa vie. Et pour tenir le coup de sa deuxième journée, elle a une rage de bouffe. Elle ne se sent pas forcément comprise par son mari qui voit en elle celle qui doit être présente pour lui, ses enfants, la maison. Il ne voit pas qu'elle a besoin, elle aussi, de déposer le stress de sa journée, se sentir vue, entendue de tout ce qu'elle donne au quotidien. Alors que lui, il le fait sans culpabiliser, chaque soir en regardant son match de foot assis dans son canapé ou en organisant des sorties entre potes, en allant faire du sport sans culpabiliser. Le soir, quand elle rentre, elle est physiquement là, mais à l'intérieur, elle n'a plus de jus pour prendre soin d'elle. Elle regarde ses enfants sans vraiment être présente pour eux. Elle est sur le bout des nerfs et peut exploser à tout moment et ça lui ronge de l'intérieur. Elle accomplit ses tâches du quotidien en pilote automatique. Elle est là sans être vraiment là. Et quand enfin elle pose sa tête sur l'oreiller, elle culpabilise. Son cerveau ne s'arrête jamais. Les pensées tournent en boucle. La liste de demain, ce qu'elle n'a pas fini aujourd'hui, ce qu'elle aurait dû mieux faire et ce qu'elle aurait dû répondre à quelqu'un au lieu de se taire. Ce qu'elle doit prévoir pour demain. Son cerveau tourne à 100 à l'heure et n'arrive plus à s'éteindre, même quand son corps est épuisé. Mais elle continue, parce que c'est comme ça, parce qu'il le faut. Et puis elle se dit que peut-être qu'il faut qu'elle s'organise mieux. Son sommeil, lui, est perturbé. Elle ressent des douleurs diffuses dans son corps, mais elle se dit qu'elle est une femme forte. Comme on dit chez nous aux Antilles, les femmes potomitans, les femmes douboutes. Elles doivent tout assumer. C'est comme ça, la vie c'est un combat. Mais ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que depuis des années, elle est complètement déconnectée de son corps. Des signaux de fatigue, de douleur, de faim, de satiété, d'émotion et même de soif. Et c'est là le problème. Pour elle, elle est une machine à faire toujours plus. Elle est dans la performance et elle doit tout contrôler, même son propre corps, ses émotions en disant que c'est pour les faibles, son appétit avec des régimes, sa fatigue avec du café. En clair, elle ne reconnaît même pas ses propres besoins du corps. Mais elle a l'impression que personne ne l'écoute et que personne n'entend son mal-être. Et c'est ça qui est paradoxal parce que finalement, elle n'entend pas ses propres besoins et elle veut que les autres entendent ses besoins. Forte la journée, en miettes le soir et le week-end. Si tu te reconnais dans cette phrase, voilà ce qui se passe vraiment dans ton corps. Toute cette pression la journée de travail, les enfants, le mari, les attentes de tout le monde, ça produit du cortisol, l'hormone du stress, en continu sans jamais vraiment s'arrêter. Et cette hormone, elle est utile et même nécessaire quand tu as une deadline, quand tu dois réagir vite. Elle te donne ce coup de boost dont tu as besoin. Le problème, c'est quand elle tourne à plein régime, depuis des mois, voire même
des années parfois. Et ton corps, il est en mode survie, c'est-à-dire qu'il est en alerte permanente. Et à ce moment-là, le corps fait un choix. Il met tout ce qui n'est pas urgent en veille, la digestion, le sommeil réparateur, certaines hormones, le métabolisme, la pousse des cheveux. Il garde son énergie pour te tenir debout, pour que tu puisses continuer à faire tes tâches et gérer ton quotidien. Et les femmes ne ressentent pas tout de suite le malaise. Peut-être qu'elles vont ressentir un peu de douleur diffuse dans leur corps, peut-être qu'elles vont avoir des maux de tête, quelques cheveux perdus dans le peigne, mais elles se disent que c'est temporaire, qu'il suffit d'un peu de vitamine C ou de vacances pour tout régler. Ce qu'elles ne voient pas, c'est que leur corps est en train de brûler ses réserves. Le cortisol a un effet que personne ne dit aux femmes. Il stocke, à l'aide d'autres hormones comme l'insuline, la ghréline, l'hormone de la faim, la graisse directement au niveau du ventre. C'est ce gras viscéral profond qui résiste à tous les régimes, à la salle de sport. Et c'est pas un problème de manque de volonté ou de discipline, c'est vraiment purement biologique. Le stress chronique, il fait partie de ton quotidien et le gras s'est installé là parce que le corps a fait des réserves d'énergie pour survivre à la pression du quotidien. Toi, tu te bats contre ton ventre depuis des années sans savoir que c'est ton niveau de stress qu'il faudrait traiter au lieu de te restreindre encore plus par des régimes drastiques. Les régimes qui, soit dit en passant, te frustrent et rajoutent encore plus de stress, donc de l'hormone du cortisol. Tu perds peut-être au début, tu es contente et puis il suffit d'un gros stress ou d'une contrariété pour que tu craques et reprennes le poids perdu. Alors arrivent d'autres signaux, la fatigue au réveil alors que tu as dormi, les cheveux qui tombent, les douleurs dans le dos, dans le cou, les insomnies à 3 heures du matin et le soir, cette rage de nourriture devant le frigo, ce craquage que tu ne comprends pas. Ton corps qui envoie des signaux d'alarme depuis des années, des signaux qu'elle a appris à ignorer parce qu'elle a appris à ignorer ses propres besoins. C'est aussi ça qui fait qu'elle ne voit pas les choses venir. C'est qu'elle a de l'énergie à revendre parce qu'elle tient à l'autre hormone du stress, l'adrénaline. Pendant que le cortisol, lui, monte en silence jusqu'au moment où il s'effondre brutalement et c'est lui qui appuie sur le bouton stop quand il s'effondre. Un matin, elle se réveille, sa tête est déjà dans ses plans de la journée avec sa to-do list à rallonge, mais son corps, lui, est lourd et refuse de bouger. Il est comme une pierre sur le lit et elle est là plantée dans un moment suspendu hors du temps, mais surtout, elle est dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis en carence de quelque chose, de fer, de vitamine C. Ce sont les premières phrases qu'elle va se dire. Les larmes arrivent sans raison ou au contraire, plus rien, un vide total. Ce qu'on n'explique pas assez, c'est que ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. C'est un mécanisme naturel de protection du corps. Le corps, dans ce cas, fait exactement ce qu'il doit faire pour maintenir en vie une personne qui s'est surinvestie pendant tant d'années, sans limite. Et au lieu de pester contre lui en disant qu'il n'est pas assez, quand tu n'y arrives pas, tu devrais le remercier parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance d'avoir eu le corps qui les arrête, mais sont bel et bien décédées et là, c'est un arrêt définitif. Alors si le corps a dit stop, c'est une chance et une opportunité de s'interroger vraiment sur ce qui pousse une femme à vouloir exceller partout au détriment de sa propre santé, voire même sa propre vie. Le piège, c'est de vouloir revenir en voulant prouver qu'on n'est pas faible, en redoublant d'efforts et de volonté, au lieu d'écouter les messages de son corps, être à l'écoute de sa fatigue, des messages de ses émotions, des douleurs dans le corps, s'autoriser de vraies pauses dans ses journées, écouter sa vraie faim pour se libérer de la faim émotionnelle plutôt que de vouloir se contrôler avec des régimes pour correspondre. Et c'est ça qu'une épreuve de burn-out nous invite à faire, se reconnecter à soi pour éviter de retomber dans le mécanisme de la femme forte qui risque de rechuter si elle ne s'écoute toujours pas. Ça, c'est de la vraie force de voir que l'on est aussi bien forte que vulnérable, que l'on peut exister et vivre dans le moment présent sans s'inquiéter du passé ou du futur et ce que l'on attend de nous à partir du moment où on a ces moments où on revient à soi en sécurité dans le moment présent et que l'on est assez.
Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dans la femme forte qui gère, qui porte tout, qui donne et qui sourit alors qu'elle est à bout, sache que tu n'es pas seule et que ce n'est pas une fatalité. Et si tu souhaites qu'on en discute, je te propose un appel gratuit avec moi de 30 minutes durant lequel on verra ta situation actuelle et comment je peux t'aider. Le lien pour y accéder se trouve dans la description. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui parle d'un sujet étroitement lié à tout ça. Comment se libérer du regard des autres à travers le cas de Miss France 2025. Si tu veux la regarder, tu peux cliquer ici.